Bonjour Marc, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Juste pour commencer, une première question. Est-ce que j'ai ton consentement pour pouvoir filmer et retranscrire la vidéo en ligne? Tout à fait. Ok, parfait. Est-ce que... Consentement éclairé. Parfait, nickel. Est-ce que tu peux te présenter? Déjà, tu vas nous dire un petit peu peut-être ton parcours et puis où tu travailles, nous éclairer. Tu commences par ce qui te convient. Dis-nous tout. On t'écoute. D'accord. Alors, on va commencer par le début, hein, c'est-à-dire que j'ai repris mes études à 25 ans, donc à l'Université de Nanterre, et j'ai suivi un cursus complet du DUG, en passant par la licence de psychologie, maîtrise de psychologie sociale et DESS de psychologie sociale appliquée. Donc, à l'issue de cette formation à Paris 10, je commençais à chercher un petit peu du travail. Alors, au début, je n'ai pas cherché où il fallait, hein. Je cherchais à l'APEC, mais à l'APEC, il n'y a rien. Déjà, on n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues, mais il n'y a pas de psychosociologue, il n'y a pas de... Alors, ça a peut-être changé, mais à l'époque où j'y suis allé, nous n'existions pas. Déjà, à l'université, la bibliothèque était partagée en psychologie et sociologie, et la psychologie sociale se trouvait tantôt en psychologie, tantôt en sociologie. Je m'en souviens Donc, très ceci bien. pour dire Je me souviens très bien parce que j'étais à Nanterre pour ma licence, comme je t'ai déjà dit, donc je m'en souviens oui. très bien. Ouais, exactement. Alors, ça en dit long sur l'identité de psychologue social ou psychosociologue. Hein, le débat est toujours posé sur le titre, comment est-ce qu'on doit s'appeler, psychosociologue ou psychologue social. Les nouvelles générations ont tendance à préférer le terme psychologue social. Moi, j'ai toujours utilisé le terme psychosociologue et dans le domaine où j'interviens, ben, c'est reconnu. Alors justement, le domaine, moi je travaille depuis donc 1994. Ouais. Au fil du temps, je me suis plus ou moins spécialisé dans un champ relativement ouvert, hein, le champ de la santé, santé sociale. Ouais. Et plus précisément, développer les approches de santé communautaire, travailler autour de la promotion de la santé, travailler sur la prévention, faire des diagnostics santé au niveau de territoire, travailler au niveau de la politique de la ville. Et puis, au fil du temps, donc j'ai mené des investigations, travaillé pas mal autour de la question de santé mentale, hein, qui, quand j'ai fait mes études, n'existait pas vraiment, hein, mais en travaillant sur les zones urbaines sensibles, donc dans le cadre de la politique de la ville, le constat a été rapidement posé que les problématiques prédominantes et hyper déterminantes relevaient de la santé mentale. Donc Ouais. du coup, bah, j'ai un peu développé cette approche-là avec un collègue médecin, enfin un collègue, je ne suis pas médecin, mais on a travaillé ensemble pendant 20 ans donc sur des diagnostics santé, la mise en place d'actions, de projets autour de la santé mentale, voilà, autour de projets de santé, mais dans une approche communautaire, c'est-à-dire qu'on ne se positionne pas comme des experts. Les experts sont les habitants, sont les travailleurs sociaux, Mhm. sont les CMP, sont les bailleurs sociaux. En fait, on travaille avec les acteurs locaux. Tu vas voir Et tout le cette monde, approche, c'est ça? Tu vas voir tout le monde, tu questionnes les tout à gens, fait. tu fais des entretiens, tu passes des questionnaires. Comment ça se passe un peu plus concrètement? Alors, Un exemple? le questionnaire maintenant on évite, mais le plus souvent, maintenant, je procède par entretien de groupe en essayant de mixer les populations. L'objectif, c'est dans un premier temps, c'est d'essayer de produire un consensus, c'est-à-dire de faire travailler les subjectivités, mais en intersubjectivité, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple, si une personne me dit bah, dans ce quartier, il y a des problèmes de personnes seules, isolées, etc. Si une personne me le dit, c'est très subjectif. Si deux personnes me le disent, ça devient moins subjectif. Si 20 personnes me le disent, là, ça devient quasiment objectif. Donc, c'est une approche qui privilégie l'expression, la participation. Et voilà, à l'issue de ces phases de diagnostic, bah, le plus souvent, on met en place des actions, de la formation, des projets. On essaie de faire en sorte que, voilà, de monter des actions et des projets, mais sur des problématiques qui ne sont pas uniquement identifiées par des professionnels, mais qui sont aussi identifiées par les habitants, qui ne vont pas nous dire la même chose. En règle générale, le professionnel va nous pointer le besoin et l'habitant va nous pointer la solution. Ah, Donc c'est un d'accord. travail, ouais, ouais, c'est assez étonnant, hein. Donc C'est il y a assez un travail étonnant. de Par mise exemple, en relation. Au bout d'un moment, il va y avoir un travail de mise en relation, j'imagine. Est-ce que c'est ton boulot ou est-ce que tu t'arrêtes à une évaluation sur papier et puis à l'oral ou est-ce que finalement tu fais déjà travailler? C'est une question alors qui me vient c'est d'un seul vraiment un coup. travail.
C'est vraiment un travail de terrain, d'accompagnement. On est vraiment présent sur le territoire pendant 1 à 2 ans. C'est en général très long, mais c'est la temporalité du changement sur des territoires, hein. On ne peut pas faire des choses rapidement, on est obligé de prendre le temps. On consacre pratiquement la moitié du temps à rencontrer les gens de façon formelle ou informelle, on va mettre en place des instances de travail. Donc c'est vraiment un accompagnement d'un territoire vers, on va dire, une amélioration de l'état de santé de la population. Et pour ça, on a besoin de la participation d'un maximum de personnes de différents champs. Alors souvent, le constat qu'on fait, c'est que ces champs se connaissent peu, se côtoient peu. Et l'intérêt de ce travail-là consiste à créer une dynamique collective. Donc, on est vraiment en psychologie sociale. J'ai envie de dire, c'est une formule, mais l'individu n'existe pas, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un individu isolé socialement, c'est un individu qui est pris dans le social. Et ce qui nous intéresse, c'est avant tout, c'est cette notion de dynamique collective qu'on essaie de susciter, de provoquer, d'alimenter, de structurer aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'être des agitateurs, hein, parce que c'est un travail aussi qui a une portée politique. D'ailleurs, on Ouais. travaille souvent avec les élus. On travaille assez souvent avec les élus. De plus en plus, au début, je ne le faisais pas. Maintenant, je le fais quasi systématiquement, puisqu'ils sont aussi les acteurs du territoire, hein. Donc voilà, vraiment la finalité et c'est devenu cette approche, on va dire cette démarche un petit peu de santé communautaire, c'est devenu un petit peu entre guillemets ma manière de travailler, c'est-à-dire je ne me positionne pas comme un expert, je me positionne dans un accompagnement, c'est-à-dire que je suis dans une posture en transversalité. Je ne décide pas, je ne dirige pas, j'anime. Je ne sais Ouais. pas si tu vois la Si, je subtilité. vois bien. Je pose un cadre et ce cadre, c'est le cadre qui fera son travail en fait. Donc je suis là pour faire un accompagnement d'un point A, d'une situation, pour le moment, quand on l'aborde, qui n'est pas souvent très, très claire, il y a pas mal de choses difficiles à percevoir. Il s'agit dans un premier temps de clarifier les choses, de poser les constats, et ensuite, une fois qu'on a repéré, identifié les priorités, les problématiques saillantes, et aussi pris en compte, ça c'est important, la demande sociale, c'est-à-dire que comme un clinicien va travailler avec la demande de son patient, on travaille aussi avec la demande Ouais. sociale. Les habitants, par exemple, vont jamais nous demander plus de diagnostics, plus de dépistage de cancer. Ils vont nous demander des ascenseurs qui fonctionnent, moins de bruit dans le quartier. Ils vont nous demander des espaces verts, des jeux pour les enfants. Autrement dit, leur réalité, leur rapport à la santé, c'est un rapport qui est beaucoup plus, j'allais dire, pragmatique. Ouais. Nous, on aurait tendance à voir les choses sous un angle médical, la santé au sens médical, les pathologies récurrentes, les problèmes de santé émergentes. En fait, nous, on travaille avec la demande sociale. Si on ne la prend pas en compte, on n'ira pas loin. Et Alors, souvent, cette demande a du sens. c'est intéressant, mais j'ai plein de choses qui me reviennent. J'adorais personnellement les cours de psychologie sociale. Je me suis même posé pas mal de questions sur ce qu'on allait, si j'allais continuer là-dedans. Mhm. Et finalement, je pense que j'avais une représentation en licence assez simplette. C'est que je pouvais avoir du mal à imaginer un psychosociologue sur le terrain. Mhm. Donc là, je Mhm. trouve ça très intéressant. Mais je me posais deux questions finalement. Alors, je me demandais si tu avais eu des formations complémentaires. Et deuxièmement, je trouve ça intéressant que l'APEC ou d'autres professionnels très régulièrement doivent se demander un peu ce que fait un psychosociologue, puisque ce qui m'est Mhm. venu à l'esprit, et c'est aussi d'ailleurs ça qui m'a intéressé dans ton profil, c'est que je me suis dit qu'il y avait des liens entre ce que tu pouvais faire et ce que je faisais, moi qui fais de la systémie et qui donc à un moment donné pense le groupe, mais aussi ce que peuvent faire d'autres collègues psychos du travail qui vont s'occuper des organisations aussi. Donc je me dis qu'on est à Mhm. la croisée et que par moment tu es peut-être amené à travailler avec d'autres collègues sur des objets communs, mais avec tes Mhm. particularités. Mais déjà, premièrement, donc, est-ce que tu as eu des formations complémentaires? Parce que là, tu parles de santé. Donc, je me dis peut-être que tu as suivi des formations dans ta carrière qui t'ont amené à t'intéresser à ça. Est-ce que tu as eu des outils en plus de ta formation de 5 années? Voilà. Est-ce que tu aurais Alors, quelques éléments à nous offrir par rapport à ça ou finalement sur le terrain alors, par rapport à la question de la santé, en général, quand je me présente en précisant que je n'ai aucune compétence au niveau de la santé. Oui, oui. Et que la santé, c'est quelque chose
qui appartient à tous, comme l'éducation. L'enseignement, c'est autre chose, mais l'éducation, la santé appartiennent à tout le monde, en fait. Donc, j'ai une légitimité à intervenir sur cette question-là, mais je n'ai pas eu de formation spécifique au niveau de la santé. Oui, oui. J'ai Je pensais deux en termes d'outils, par exemple, tu vois. En termes Alors, j'ai eu d'outils. deux formations complémentaires. C'est que donc j'ai suivi un enseignement qui est un enseignement de clinique. Donc, moi, j'étais en social et je l'ai suivi en candidat libre. Alors, enfin, en candidat libre, librement, j'ai suivi l'enseignement de Josette Zarka, donc, qui était donc un professeur à Nanterre de clinique et qui avait fait un séjour à Palo Alto et qui était très enthousiaste sur cette approche-là, sur l'approche de Palo Alto, l'approche systémique, les thérapies familiales, etc. Donc, j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'ai participé à tous ces cours, en fait, sans avoir de notes, mais je lui ai demandé si elle m'acceptait dans ces cours. Donc, j'ai suivi la formation d'un clinicien en approche systémique, sans avoir de diplôme. Et puis, plus récemment, donc j'avais sympathisé via un appel d'offres que j'avais essayé d'avoir avec un psychologue du travail qui a été formé par Christophe Desjours, qui a suivi une formation de thérapeute et qui lui, je dirais, c'est un pur clinicien. Il fait partie du réseau de consultation souffrance au travail, donc a été mis en place par l'équipe Christophe Dejour, Marie Pesé. Donc là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une approche très clinique, hein, qui travaille sur la santé au travail, la souffrance au travail, tout ce qu'on peut rencontrer comme pathologie liée au travail. Donc j'ai suivi une formation avec lui sur la prévention des risques psychosociaux, formation de 2 jours qui était très riche et qui m'a permis de me rendre compte que autant parfois j'ai certaines difficultés à travailler avec des purs cliniciens, autant avec ce psychologue du travail qui est vraiment clinicien, c'est-à-dire qui a suivi une formation de thérapeute, une formation universitaire, qui est donc psychologue du travail, avec une formation, la formation de Christophe Dejour au CNAM, plus une formation universitaire. Et vraiment, on s'est complètement retrouvés sur C'est les cadres de curieux pour référence moi. théorique. Hein. C'est curieux pour moi parce que d'une certaine manière, je pourrais me dire que tu pourrais encore mieux t'entendre avec des cliniciens parce que peut-être ce serait éloigné aussi de ce que tu fais et qu'avec un collègue comme lui, il pourrait y avoir tellement de rapprochements que ça pourrait être dur de travailler ensemble. Mais c'est l'inverse. Tu as parfois plus de mal à travailler avec les cliniciens, tu as dit. Tout à fait. Alors, avec pas tous les cliniciens, mais avec certains Oui, oui. cliniciens qui ont une approche, on va dire, très pure et dure, on va dire, Individualiste par on est rapport à vraiment toi sur qui as une une vision de approche. groupe. Voilà, moi, Une si tu veux, hypothèse. l'individu n'existe pas vraiment, donc tout ce qui est approche psychanalytique pure et dure, ça ne me D'accord, parle pas. d'accord, Ça me d'accord. parle pas, ça me parle peu. Bon, j'ai eu une formation à Nanterre, hein, dans le cadre de mon cursus. On avait donc un séminaire de dynamique de groupe à l'université Paris 10 et on avait l'obligation aussi de faire des séminaires. Ça y est, le chat passe. Aucun bouton, t'es gentil. Donc, on avait aussi obligation de suivre une formation complémentaire, c'est-à-dire séminaire de dynamique de groupe avec un choix relativement limité pour l'époque. Et globalement, on tombait quasiment toujours sur j'allais dire des personnes qui avaient une approche psychanalytique. Et j'avoue que là, moi, C'était pas ton truc. D'accord. non, c'est pas mon truc. Je pense que je suis de toute façon, je suis multicarte, hein, c'est-à-dire que je m'intéresse autant à l'anthropologie, aux sciences humaines. Alors, arrête de marcher là, s'il te plaît. À la géographie, à Donc, tu as, l'histoire, à la philosophie, un petit côté l'écologie. Gregory Bateson alors. Ah, complètement. D'accord. Complètement. Je trouve d'ailleurs, c'est pour ça que je ne rejette pas, je fais bien la différence entre la théorie psychanalytique, la psychanalyse et les psychanalystes. Avec la théorie psychanalytique, je m'y retrouve. Par exemple, je suis un grand lecteur de Jean Henriquez, qui est un sociologue clinicien, qui lui a une approche très marquée par la psychanalyse, mais par les théories psychanalytiques, mais qui reste dans le concret, c'est-à-dire dans qu'est-ce qu'une organisation et comment ce modèle théorique psychanalytique peut nous aider à le comprendre. Ouais. Et par contre, je trouve aussi beaucoup de recoupements entre des concepts freudiens et des approches de Bateson. Ouais. Pulsion de vie, pulsion de mort, chez Bateson, c'est tendance à la stabilité, tendance au changement. On va C'est retrouver vrai. la même chose. Il y a vraiment des ponts, des passerelles. Et du coup, moi, je pense que j'ai une approche très éclectique, mais de conviction. C'est-à-dire que
Hmm. Ça me semble indispensable d'avoir plusieurs boîtes à outils. Alors, j'utilise Ouais. aussi beaucoup l'analyse transactionnelle, mais voilà, j'ai pas vraiment, voilà, j'ai pas une approche unique en fonction de la situation. Parfois, je vais trouver des réponses dans des approches d'anthropologues, de choses comme ça, quoi. Donc, Ouais, c'est je vrai vois que bien. j'ai beaucoup lu dans ma Hmm. formation. Et puis, les cours d'épistémologie aussi m'ont amené à avoir aussi apporter un autre regard sur les sciences humaines et puis sur la notion aussi de vérité. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec la psychanalyse, qui est quelque part un petit peu tautologique. C'est-à-dire que soit on intègre le bloc entier, auquel cas, je pense qu'on peut difficilement travailler dans différentes approches. On va être dans une approche monolithique. Alors, Ouais, dans une voilà, psychanalyse pure, en tout cas j'en en Europe, ça fonctionne plutôt comme ça. Ce que tu décris est oui, largement possible et se fait très aisément dans les pays anglo-saxons, où on va considérer la psychanalyse comme une psychothérapie et on pourra modifier et prendre certains éléments. Mais c'est vrai que ce que tu décris, c'est plus une démarche analytique, j'ai envie de dire, européenne ou latine, où la psychanalyse pourra avoir tendance à tout expliquer et on va pas la modifier et donc elle devient une paire de lunettes vissées et voilà. Mais c'est intéressant parce que tu différencies bien une théorie de comment on l'apporte et comment on s'en sert. oui, alors c'est souvent une répartie que je fais aux étudiants quand ils me posent une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je leur dis, écoutez, je ne suis pas Gérard Miller, je n'ai pas la réponse à tout. Il y a des choses pour lesquelles je ne me prononcerai pas parce que je ne me juge pas compétent ou qualifié pour Les répondre. fans de Gérard Miller apprécieront. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est-à-dire que ouais. c'est quelque chose que je trouve assez surprenant, c'est que quelle que soit la question qu'on pose à quelqu'un qui est, on va dire, un praticien, un psychanalyste, il aura toujours une réponse. Bah, parfois, moi, parfois, Bon, j'ai pas de réponse, j'hésite pas à le dire, parce que voilà, il y a des choses qui sont. Voilà. Mais bon, voilà, c'était juste alors pour pas me moi fâcher avec les. oui, je vais me permettre d'insister Oui. parce que cette histoire de psychosociologue, je sais que j'en ai pas 150 autour de moi. Il n'y en aura pas 150 qui répondront aux interviews. Donc, j'aimerais quand même en savoir un peu plus. Et notamment, je me demandais si vous arriviez à vous retrouver entre professionnels Mhm. sur le terrain. Alors, pas entre psychosociologues, mais est-ce que la collaboration se fait bien avec d'autres collègues? Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être au même niveau? Est-ce que ta place, elle arrive toujours à être assez claire? Puisque comme tu le dis, comme on peut avoir du mal à identifier les particularités du psychosociologue, est-ce qu'il n'y aurait pas Mhm. des confusions par moment? Tu vois, quand on parle de santé au travail, quand on parle d'organisation dans les entreprises, il y a les masters de mémoire de conduite du changement chez les sociologues. Mhm. Il y a les psychologues du travail, il y a ceux qui vont bosser avec les RH, il va y avoir. Voilà. Et donc, je me dis, ceux qui vont faire de l'analyse des pratiques, de la supervision systémique dans les entreprises ou dans les Mhm. organisations, je me dis, waouh, certainement qu'à l'intérieur, c'est très clair pour eux. Mais alors, là, pour le coup, j'ai réussi à éclaircir ma vision personnelle avec le temps, mais je ne sais pas où est-ce que je te mettrais en tant que psychosociologue. Peut-être que ma question est Mhm. bête, hein, mais peut-être Non, que non, ça mais, permettra à d'autres aussi, et puis les étudiants qui nous regardent, et puis les collègues psychologues, ça nous permettra de réussir à mieux te ranger dans des cases. mhm. Je suis sûr que tu Alors, adores ça. ce qui discerne dans ta question, c'est quelque chose c'est une réflexion qui m'est venue, je dirais tardivement. Ça m'est arrivé vers 2010, à l'époque où je faisais une étude sur la prise en charge de la santé mentale des demandeurs d'asile. Donc, c'était une grosse étude nationale qui s'est faite avec donc les fonds européens, puis l'hôpital du Vinati à Lyon. Oui. Et donc j'ai travaillé avec beaucoup de cliniciens et c'est vrai qu'à cette occasion, je me suis rendu compte, mais aussi sur le terrain, s'il y avait une opposition entre professionnels du champ psy, c'est-à-dire psychiatre, psychologue, clinicien, psychosociologue, cette différence, elle se jouait surtout au niveau éthique. Ah, Alors, en explique. parallèle, c'est vrai que ça m'est arrivé de proposer, bon, à l'époque où j'enseignais dans le champ de l'animation, du travail social, de questionner un petit peu quelle est votre éthique. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas de réflexion sur quelle est l'éthique des métiers de l'animation, des métiers du social, du socio-culturel. Donc, du coup, j'ai engagé ce travail-là. Et avec les recherches que j'ai faites pour préparer mes cours, j'ai pris conscience qu'effectivement, il y avait un gap entre certains professionnels
et cette différence de posture éthique pouvait rendre compte de l'impossibilité de travailler ensemble. Alors, là, je vais faire juste un petit brin Ah, pour expliquer il que faut parce il y que a une. je veux comprendre plus, parce qu'il me manque des bouts. Explique-nous plus. Alors, N'hésite pas. l'idée, c'est on considère qu'il y a une éthique. En fait, il y en a au moins deux. Il y a une première éthique qu'on va appeler une éthique déontologiste. Donc, l'éthique déontologiste consiste, pour une profession, à dicter un certain nombre de principes directeurs, de principes moraux, de principes éthiques, qui vont devoir être respectés par les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur métier. Donc, cette éthique déontologique repose en fait sur un ensemble de textes, de cadres, de lois, enfin pas vraiment de lois, mais plutôt de codes de déontologie, qui sont le plus souvent écrits, formalisés, structurés et qui vont être intégrés, intériorisés par les professionnels. Donc ça, c'est l'éthique qui est, je dirais, c'est un peu l'éthique dominante dans le domaine médical, dans le domaine de la psychiatrie aussi, et parfois aussi dans le domaine de la psychologie. Et puis une autre forme d'éthique. Mais après, je donnerai un exemple pour comprendre, un exemple concret pour comprendre comment on peut arriver à être en désaccord sur une situation simplement parce qu'on n'a pas la même posture éthique. La seconde posture éthique, c'est une éthique utilitariste qui pose comme principe unique l'intérêt de la personne. Autrement dit, peu importe que je respecte certaines règles ou pas, Mhm. si l'intérêt de la personne est en jeu. Un cas très simple. Un demandeur d'asile qui pète les plombs, il s'engueule avec sa femme, il hurle, il veut se suicider, il veut se jeter par la fenêtre. Les travailleurs sociaux sont paniqués. Le réflexe, on appelle le 15 appelle la psychiatrie répond, bah écoutez, oui, d'après ce que vous me dites, moi je vois un conflit dans la famille et je ne me sens pas légitime pour intervenir sur cette situation-là. Donc, par rapport à son éthique professionnelle, il est dans, c'est pas de la psychiatrie, on n'est pas dans un domaine qui relève de la psychiatrie. Il y a pas, on en reparlera peut-être après du champ de la psychiatrie, mais on n'est effectivement pas pour lui dans quelque chose qui relève de la psychiatrie. Pour Mhm. autant, on est une personne qui a des antécédents, qui est en souffrance, parce que même cette violence, elle aussi, c'est une violence parfois tournée vers eux. Et les travailleurs sociaux connaissaient cette personne qui a eu des précédents, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, la demande d'asile a beaucoup changé, mais elle a toujours été génératrice de souffrance, de frustration, d'anxiété, parce que c'est l'attente, ne pas travailler. Donc, ils sont vraiment dans une situation difficile à supporter. Donc, les intervenants sociaux disent, mais vous ne pouvez pas nous laisser avec ce type-là, on ne sait pas quoi faire. Il peut se jeter par la fenêtre. Et le psychiatre a dit, écoutez, je suis désolé, je ne connais pas les demandeurs d'asile, je n'ai pas d'interprète, je ne peux pas intervenir parce que je risque de faire plus de mal. C'est le fameux primum non nocere, d'abord ne pas nuire, que ce psychiatre a mis en avant. Du point de vue de son éthique déontologique, il est dans ces cases. C'est-à-dire Ouais. que j'interviens pas parce que c'est pas mon domaine, parce que je suis pas compétent et parce que sa problématique relève pas de mon domaine. Donc intervenir ne serait pas forcément souhaitable. Du point de vue des intervenants sociaux, des travailleurs en CADA, en structure d'accueil pour demandeurs d'asile, au final, qu'est-ce qui se passe? La situation leur reste sur les bras. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de ressources. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils ne peuvent pas appeler les pompiers. Donc, eux, dans une éthique utilitariste, ne peuvent pas comprendre la réaction du psychiatre, qui lui, Mhm. dans une éthique ontologique, je respecte les règles. Et par rapport à ces règles, il est au carré, il est Ouais. bon. Par contre, du point de vue de la personne concernée, si on se place sur une éthique utilitariste, cette personne, elle n'est pas prise en charge, elle n'est pas Ouais. soignée, elle ne rentre pas dans un circuit de soins. Donc, quelque part, éthiquement, ce n'est pas non plus acceptable. La Donc là, on voit question. bien qu'il y a une Ouais. confrontation des éthiques. Alors, c'est ce qui fait que moi, parfois, je peux être dans une opposition, une tension avec certains professionnels qui sont dans une éthique déontologiste, parce que moi, je suis beaucoup plus dans une éthique utilitariste, c'est-à-dire qui privilégie la dimension pragmatique. Deuxième exemple, toujours sur les demandeurs d'asile, on a fait une Ouais. présentation de l'étude. On l'a faite donc en Alsace, et puis donc on a travaillé avec les CADA, puis on a demandé ce qui serait possible qu'on nous donne un coup de main pour installer la salle. Donc il y a une responsable de CADA qui dit bah, pas de problème, moi j'ai des Tchétchènes, j'ai des Albanais, ils seront contents de nous donner un coup de main. Et à ce moment-là, donc une de mes collègues, plutôt d'obédience ou d'orientation clinique, disait mais non, c'est pas acceptable, on peut pas les faire travailler.
comment est-ce qu'on les considère, il faut les rémunérer. Moi, je disais, mais attends, ces gens-là, ils demandent qu'une chose, c'est à remercier des gens qui s'occupent d'eux. Ils seront contents de le faire. Donc le résultat, c'est que ça crée une sorte de tension sur est-ce qu'on doit laisser installer la salle. Et la responsable du CATA ne comprenait pas pourquoi on était en désaccord. On était en désaccord parce qu'il y avait effectivement une opposition du point de vue éthique entre cette approche posée sur des règles qui parfois va être très rigides, hein, sur des règles qu'on pose comme principes moraux. Moi, mon positionnement était très différent, c'est-à-dire je savais pour connaître le sujet, pour connaître ces populations, ce qui était le cas d'ailleurs de l'autre personne. Hein. Pour les connaître, je sais qu'ils demandaient qu'une seule chose, c'est donner un sens et être utile. Oui, mais Et ça pour eux, demande un saut quand même. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'éthique déontologique, elle permet de sécuriser aussi les choses et de se dire que tout à s'il y fait. a un problème, on ne pourra pas nous retomber dessus. Donc c'est la question de savoir jusqu'où on se sécurise en insécurisant l'autre peut-être aussi. Toi, tu te proposes de sauter le pas, mais les gens peuvent se dire, oui, mais moi au moins, on ne pourra pas me dire que. C'est ce qui me vient à l'esprit, hein. Dans ton C'est le premier principe du exemple, cadre. il y a la question du réseau. En fait, dans les deux exemples, il y a la question de la connaissance, soit de la loi, soit du réseau, qui peut aussi peut-être manquer. Enfin, on n'est pas là pour faire des études de cas avec cette vidéo, mais dans la première, je me disais, si finalement les travailleurs sociaux ou le psychiatre avaient vraiment connaissance de tout ce qui était possible en termes de réseau et de prise en charge, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce problème aussi d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, tout à fait. Et l'autre problème par rapport notamment à la question du secret professionnel, dans beaucoup de projets sur lesquels j'ai travaillé sur la santé mentale, la question du secret professionnel, Elle revient souvent. Ouais. c'est l'obstacle majeur. Et là-dessus, on a effectivement un peu tous les cas de figure, mais pour travailler ensemble, on a besoin de partager un certain nombre de choses, d'informations à minima, mais parfois c'est impossible de travailler parce que mise en avant, encore une fois, de l'éthique déontologiste et du secret professionnel. Or, dans certains cas, pour travailler sur des situations complexes, on a besoin de faire travailler différents acteurs sociaux, police, sécurité, santé, justice. On a La besoin de faire plupart du intervenir temps, différents la acteurs. question du secret professionnel, tu sais que c'est quand même un joker où on demande aux gens de ne pas réfléchir et tout le monde finalement garde ses infos parce qu'entre un Mhm. secret qui est balancé à tout le monde parce qu'il est partagé et que là on s'en donne un cœur joie alors qu'on ne devrait pas et à certains moments le fait qu'on ne veuille pas donner des informations basiques et qui sont importantes, il y a quand même un balancement qui est parfois compliqué à trouver. Mais justement, je me Mhm. disais que tu as dû être confronté beaucoup à ça et tu dois Alors, continuer de j'ai été l'être. confronté à ça et j'ai eu la chance, alors j'espère que ça ne sort pas trop du cadre, mais on en revient toujours à la question de cadre, de référence professionnelle. On a besoin de Sort cadre pas. pour travailler. Tu vois, on n'en sort pas parce que tu parles de l'identité du psy d'une certaine manière, la question de son cadre. Tout à fait. On a besoin d'un cadre éthique, mais le fait est qu'il y a plusieurs lectures de la notion d'éthique et plusieurs cadres de référence. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet qui était passionnant, parce que justement, j'étais à cette époque de réflexion sur la question de l'éthique, et j'ai été sollicité par donc le service de santé d'une grande ville de l'agglomération lyonnaise qui souhaitait travailler sur les problématiques de santé mentale et logement, souffrance psychique et logement, avec des situations typiques, c'est-à-dire que des personnes, des familles, des problématiques qui relèvent de différents champs, parfois de la psychiatrie, parfois de la santé, parfois de l'insertion, du logement, de la justice aussi, parce qu'on a des situations de violence familiale. Et le constat qui a été fait par, on va dire, par l'ensemble de ces acteurs, c'est que ils avaient du mal à fonctionner, à travailler ensemble, parce que tout simplement, il n'existait pas de cadre de référence commun. Autrement Ouais. dit, il fallait s'accorder sur un cadre qui respecte on va dire, les cadres de référence de chaque profession. Hein. La police a un cadre de référence éthique, même si ça ne paraît pas évident. Hein. On l'a découvert et je me souviens d'avoir vu le chef de pôle de psychiatrie ouvrir les yeux grands comme ça, après avoir entendu le commissaire de police présenter l'éthique de la police. Il a été étonné, hein, parce qu'effectivement, on ne s'attend pas forcément à entendre parler d'éthique dans le champ de la police, surtout en ce moment. Et donc, du coup, le travail qu'on a fait, qui a duré environ un an, c'est d'élaborer les principes directeurs qui étaient inaliénables, incontournables, qui devaient être posés comme principes directeurs du travail de cet ensemble de professionnels qui allaient se rassembler sous forme de coordination
santé mentale. Cette Ouais. coordination est dotée d'un cadre de référence qu'on a appelé charte, pour faire comme tout le monde, sauf que cette charte, elle n'a pas été écrite par moi, elle a été écrite collectivement sur la base de principes directeurs moraux, éthiques, déontologiques, Hmm. euh, en faisant, on va dire, en trouvant un accord, un consensus sur le secret plus ou moins partagé, sur les règles de diffusion d'informations, sur, bref, le fonctionnement de cette coordination, ce Hmm. qui lui a permis de fonctionner très bien. Et en fait, le Parfait. travail qu'on a fait, tout simplement, c'est d'amener chacun à comprendre et à connaître le cadre de référence de l'autre. Et à Parce partir que du moment où ce que on je dis comprend souvent, la c'est logique, on tricote le cadre plutôt que de faire un peu des trucs sans trop savoir, sans suivre des règles implicites. C'est qu'on décide de comment on travaille ensemble. voilà. Alors, ce qui était très amusant, une anecdote, c'est que j'ai posé la question, avant de mettre en place ce travail, j'ai posé la question, qui est pour vous le plus légitime pour intervenir sur une personne qui pète les plombs chez elle, qui met en danger sa vie ou la vie de son entourage ou de ses voisins, qui est le plus qualifié? En général, c'est toujours l'autre. Si vous demandez au pompier, il va vous dire c'est la police. Si vous demandez à la police, il va vous dire c'est les psychiatres. Si vous Ouais, bah, demandez au psychiatre, il va vous dire je c'est le sais bien, pompier. je sais Vous bien. demandez aux bailleurs sociaux, tout le monde, en fait, pour tout le monde, c'est toujours l'autre qui est plus compétent. Et en fait, on se rend compte comment on peut fonctionner, alors même qu'on n'a pas forcément une représentation claire, hein, du métier de l'autre, de ses pratiques, de son éthique, de ses déontologies, des pratiques professionnelles. Et en fait, c'est un des obstacles. Et je me suis rendu compte que dans le champ de la psychologie, il en était de même. C'est-à-dire que parfois, il m'est arrivé d'animer une formation avec un clinicien pur et dur, d'obédience vraiment psychanalytique. On n'a pas pu animer cette formation. Hmm. C'était impossible, c'était des prises de bec incessantes sur, tout simplement, on a vraiment rien de commun au niveau des cadres de référence professionnels. Moi, je travaille avec un groupe, lui plus habitué au face-à-face, à une Oui. approche psychique, à une approche individuelle. Pour moi, la seule chose, pour moi, je travaille avec le groupe. J'ai un groupe en formation, mais la personne, entre guillemets, ne m'intéresse pas. Je ne vais pas aller creuser ou chercher sur la personne. Je Donc, quand comprends on bien. fait des études, moi, j'essaie de comprendre dans une approche vraiment systémique comment fonctionne le système, voir comment il dysfonctionne, Mais sans chercher le coupable, sans on chercher peut le avoir une responsable. approche groupale psychanalytique de toute façon, hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Mais Alors, en tout il cas, y en a. ce que je voudrais te dire, c'est qu'en tout cas, je ne sais pas si tout le monde aura bien compris les tenants aboutissants, mais moi, pour ma part, ça me parle énormément parce que comme je travaille avec des organisations, et notamment en protection de l'enfance, cette question de qui est responsable, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Et finalement, on se rend compte que les procédures sont jamais écrites et que donc on répète les mêmes schémas est assez pertinent. Ouais. Et je pense que ça peut toucher n'importe quelle personne finalement, même quelqu'un qui est en cabinet, puisqu'il est amené à fonctionner indirectement avec d'autres institutions. Mais je suis en train de me dire en fait qu'il va falloir que je te tire tout doucement vers la profession, parce que je pense que justement, tu vas avoir pas mal de choses à nous dire là-dessus. Parce que la deuxième partie de cette vidéo, son objectif, c'est aussi de comprendre, enfin de voir comment les psychologues, ça représente leur profession en tant que corps, en tant qu'unité ou pas, justement, est-ce que ça fait corps, est-ce que ça fait unité? Et je me dis, bah tiens, là, Marc, il serait quand même bien intéressant pour nous donner un peu son point de vue sur ce qui se passe entre les psychologues depuis des décennies. Qu'est-ce que tu en penses? Au-delà de ce que tu peux sentir aussi, il y a des choses que tu sens, il y a des choses que tu vois. Comment toi, tu vois la profession de psychologue? Est-ce que tu t'en sens faire partie? Est-ce que tu te sens... Alors, entre nous, tu pourras nous dire si tu te sens un peu sociologue quand on a marre des psychologues, je ne sais pas. Euh, mais alors, au-delà de la blague, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je me sens jamais sociologue, je me sens souvent psychologue, D'accord? mais je suis tout psychologue social. C'est-à-dire que c'est vraiment mon identité professionnelle. C'est finalement pas de me positionner, de me présenter comme psychologue, c'est-à-dire euh, la notion de psychologue, alors c'est le cas aujourd'hui, on voit effectivement plutôt une approche clinicienne.
Alors moi, j'avais travaillé il y a très longtemps, à l'époque où je faisais des études dans le médical, sur les représentations du psychiatre et du psychologue. Autant le psychiatre, c'est un homme, autant le psychologue, c'est une femme. Elle est plutôt clinicienne. Ses qualités, telles qu'on les retrouve dans les représentations sociales, c'est toutes les qualités autour de l'approche rogerienne, bienveillance, écoute, empathie, une personne douce. Enfin voilà, c'est ça qui va définir les représentations sociales de psychologue. Bon, moi, je ne me retrouve pas vraiment là-dedans, même si, bien évidemment, moi, j'étais très marqué par l'approche rogerienne. Hein. C'est quelque chose qui fait partie de mes fondements, on va dire, non seulement théoriques, mais aussi en termes de pratique. Alors, est-ce que je me sens psychologue? C'est difficile à dire. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire aussi du métier? Qu'est-ce que tu peux dire de la profession en France aussi? Je peux dire, en fait, le métier aujourd'hui de psychosociologue tend à disparaître. C'est-à-dire qu'on en forme. Alors aujourd'hui, la tendance est peut-être un peu en train de changer, mais pendant très longtemps, on a formé des psychosociologues, c'est-à-dire des personnes qui étaient en capacité de faire des investigations, des enquêtes, des études, du qualitatif, du quantitatif. Autrement dit, d'avoir des outils méthodologiques, parfois très fins, très subtils. On a une formation qui est très poussée au niveau statistique, donc on est en mesure de faire du diagnostic, de l'enquête. Voilà. Première chose, des investigations sans sait faire. C'est mon téléphone, mais je ne répondrai pas. La deuxième chose, et là encore, c'est l'intitulé du DESS, c'est consultant chargé d'études et formateur en psychologie sociale appliquée. Donc, formateur, oui, on est formé à l'animation de formation à l'intérieur du cursus universitaire. Il y a une formation de formateur. Et donc, on est formé aussi pour intervenir auprès de groupes, soit dans le cadre d'animation de groupe. Donc, par exemple, moi, je fais de l'analyse de pratique, des régulations d'équipe. Donc, dans ce registre-là, on n'est plus dans l'investigation, dans l'enquête, le diagnostic, on n'est plus dans la logique de compréhension, on est dans l'animation et l'accompagnement. Et puis, il y a un troisième niveau qui serait peut-être plus ce qu'on appelle l'intervention psychosociologique, où là, on va intervenir. Et là, la dimension clinique est beaucoup plus présente. C'est-à-dire que là, on est sollicité face à un problème, des tensions, des conflits, des blocages, que ce soit au niveau d'une équipe ou d'une organisation, ou des souhaits de changement, ou des difficultés que vous rencontrez une institution. Notamment, moi, j'étais intervenu sur une structure de santé dans un quartier classé politique de la ville, structure qui était confrontée à la violence, l'agressivité des usagers. Ouais. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ? Donc là, on est dans une logique d'accompagnement au changement, logique qui va passer par toutes les phases. Ça veut dire que le projet d'intervention va nécessiter une investigation préalable, c'est-à-dire que on va questionner tout le monde, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, quels sont les problèmes que vous rencontrez, qu'est-ce qui pose problème, voilà. Là, on fait vraiment un travail d'investigation en groupe, toujours du groupe, pas de l'individuel, parce que l'individuel, ce qu'on dit individuellement, on ne va pas le dire en groupe. Et en groupe, on commence déjà à développer une pensée collective, c'est-à-dire qu'on commence déjà à s'accorder sur, ce qui ne va pas depuis des années, c'est ça. Donc, on a cette phase d'investigation et puis ensuite, on va animer un travail donc sur ce centre de santé. Une fois qu'on a posé les constats sur les problématiques, on va animer différents groupes de travail sur les thématiques. Par exemple, la question de protocole. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une personne qui agresse quelqu'un ? Globalement, jusqu'à présent, chacun ferme sa porte et chacun se débrouille comme il peut, quoi. Donc, bien évidemment, les médecins sont protégés. Et, par contre, les secrétaires médicales, elles s'en prennent plein la tête. Mais dis-moi, Marc, moi, je te parle de la profession de psychologue et tu me parles de psychosociologue. Alors, je t'ai un peu aussi posé la double question, donc je t'ai amené à déraper. Mais je me dis, enfin, voilà, c'est pour ça que je te demandais si tu te sentais appartenir à la profession. Est-ce que tout te convient dans cette profession? Est-ce que tu te réfères au code de déontologie? Est-ce que qu'est-ce que tu peux noter? Est-ce que tu penses qu'elle a besoin d'évoluer, cette profession? Est-ce que tu penses qu'elle a ce qu'il lui faut? Je me pose ces questions-là auprès de tout le monde. Comment tu la vois dans quelques années? Est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce qu'on est satisfait d'elle? Voilà. Le code de déontologie, je l'ai déjà lu. A priori, c'est quelque chose que j'ai appliqué avant que le code soit formalisé et écrit. Hein.
Grosso modo, qu'est-ce qu'il dit enfin, dans les grandes lignes, ce que j'en ai compris, c'est tout simplement pas d'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on on n'est pas, comment dire, oui, non, ça tient dans cette formule, c'est-à-dire on n'instrumentalise pas l'autre. C'est le principe. Après, bon, bah, nous, on a d'autres codes déontologiques, l'anonymat, la confidentialité, des choses comme ça, qui viennent se rajouter. Mais alors, je ne suis pas certain que tous les psychosociologues vont se retrouver dans, dans ce code, dans cette identité professionnelle aussi, parce que justement, on n'est pas... je pense que cette approche de la psychologie est principalement centrée sur une approche individuelle. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on peut se dire qu'on ne parle qu'aux cliniciens, mais moi j'ai cette sensation depuis tout à l'heure que tu ne te poses pas vraiment la question, enfin que ce n'est pas une question existentielle pour toi de faire partie ou pas de la profession, parce que je pense que moi j'ai la sensation que tu as une certaine indépendance ou autonomie par rapport à ça. Je ne sais pas si les termes sont très bons, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, quand je me réfère au texte, j'ai l'impression que ça ne nous parle pas tant que ça. Et en même temps, tu en fais partie. Donc, je trouve ça très intéressant parce que moi, on m'a retoqué, c'est normal. On m'a dit, mais ce serait bien qu'il n'y ait pas que des cliniciens. J'ai dit, oui, oui, c'est prévu. J'ai dû faire moi-même cet effort. Parce que je me suis dit, mais c'est idiot. On ne va pas parler qu'entre cliniciens. Mais là, tu es en train de soulever quelque chose de très, 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 très important. Ce code déontologie a été repris par pas mal de monde. Il n'est pas encore opposable par la loi au niveau juridique. Il n'est pas inscrit au niveau juridique. Mais il a été réécrit par beaucoup de monde. Et toi, tu nous dis, ouais, bah, en mon nom, en tout cas, en tant que psychosociologue, je ne me retrouve pas spécialement là-dedans. Je crois que ça parle surtout aux autres qui sont cliniciens classiques dans des perspectives plus facilement individuelles. Et donc, moi, je trouve que c'est dérangeant finalement, parce que ça voudrait dire que le code n'a pas réussi à être fédérateur d'une certaine manière et qu'il aurait peut-être été écrit par des cliniciens si peut-être je tire un peu jusqu'au bout l'idée. Je crois, oui. D'accord. Je ne pense pas que des psychologues sociaux, psychosociologues aient été sollicités dans les crises. J'en sais rien, hein, c'est une question à se poser. Mais a priori, il existe, si tu veux, au niveau du métier, de la pratique de psychosociologue, à la fois dans la formation universitaire, mais aussi dans les échanges entre professionnels, on a aussi quelque part un code qui est un code qui pose des principes, des limites, des règles. Il y a des choses qu'on ne fera pas. Alors, elles ne sont pas formalisées, elles ne sont pas écrites, mais elles sont intégrées dans la méthodologie d'intervention. Je vais te donner un exemple Oui. très simple, tu vas comprendre tout de suite. Ce centre de santé dont j'ai parlé tout à l'heure, la première demande initiale de la directrice du service de santé de la ville, ça a été « Je veux une formation pour les secrétaires médicales qui sont exposés à la violence ». Et là, je lui ai dit « Ben non, non, je ne vais pas faire de formation au secrétaire médical sur la gestion de l'agressivité et de la violence. Si vous voulez ça, à ce moment-là, faites appel au CNFPT, un centre de formation de la fonction publique territoriale. Moi, je ne le ferai pas, mais je vais vous dire pourquoi. Si je fais une formation pour les secrétaires médicales, quelque part, je vais implicitement dire que le problème du centre de santé, c'est les secrétaires médicales. Puisque c'est elles qui manifestent le symptôme, c'est elles qui pètent les plombs, c'est elles qui sont en arrêt Ou maladie, la c'est elles violence qui des en... autres. Ou la C'est violence elles des autres. qui se Ouais. prennent la violence parce qu'elles la prennent de manière frontale et elles sont encore une fois surexposées et sous-qualifiées. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça a évolué, mais en principe, à l'accueil, et c'est ce qu'on m'a dit à l'époque, à l'accueil, on met les bras cassés, les incasables, on met les personnes, on ne sait pas où les mettre, on les met à l'accueil. On ne met que des femmes en général jeunes, alors qu'il faudrait mettre plutôt des personnes expérimentées, qui ont un peu de bouteille. On met des jeunes filles qui se trouvent dans des situations ingérables. Et donc le symptôme, bah là, pure approche systémique, le symptôme, il se fait sur l'élément le plus fragile du système. Donc la demande qui a été faite, c'est il faut les former à gérer la violence. Moi, je lui ai dit non, parce que si je le fais, et là c'est un acte éthique, si je le fais, je les fragilise parce que je les expose aux autres en disant c'est elles qui posent problème. Est-ce que je lui ai dit, je ne vais pas faire une formation, mais je veux former tous les professionnels du centre. Tu reprends un raisonnement, mais tu remets une logique groupale pour pouvoir adapter les choses. Mais il faut que je te dise quelque chose. Il y a quelques interviews, j'ai discuté avec un psychologue du travail
Et il disait que finalement, ce qui sauvait les psychologues, c'était son point de vue, hein, c'était notamment les psychologues du travail. Et son argument, c'était qu'ils étaient bien identifiés et que Mhm. les entreprises, à chaque fois qu'elles demandaient un psychologue du travail, elles avaient toujours raison au fond, même si la demande était à éclaircir, etc. Mais elles ne se tromperaient pas quand elles sentaient qu'elles avaient besoin d'un psychologue du travail. Alors, il y a Mhm. ça, il y a vous, il y a les neuropsychologues aussi qui m'intriguent et qui me posent question d'une certaine manière. Et je suis en train de me dire que peut-être finalement, si on résume bien, les difficultés qu'on a le plus souvent identifiées auprès des psys, c'est peut-être des difficultés de psychologues cliniciens plus que des difficultés de neuropsy, de psychosociologues, de psychologues du Mhm. travail. Voilà. Et j'aurais même tendance à me dire que finalement, peut-être que ce code, il a surtout été écrit pour les psychologues cliniciens classiques et que tous les Mhm. autres qui posent moins soucis et qui ont l'air de moins se prendre la tête entre eux ne sont plus vraiment liés à toutes ces questions, en fait. Tu vois? Mhm. Je suis en train de Alors, réfléchir au doigt parce que ça me fait associer sur tout ça, là. du fait qu'on intervient non pas au niveau d'un individu, mais au niveau d'un collectif, alors avec un problème sous-jacent qui est très déterminant, c'est l'individualisation du travail. Ouais. Ça, c'est une réalité depuis des années. On est dans une logique d'individualisation du travail. Et moi, quand je rencontre des professionnels, la première chose qu'ils me disent, c'est on est isolé, on est démuni. Démuni, je l'entends à quasiment chaque entretien. On est isolé, on est seul, on est démuni. Effectivement, les personnes sont seules à porter les problèmes. Alors, du coup, comment on intervient par rapport à ça? Moi, je pense qu'on reste malgré tout psychologue dans notre identité, mais il y a quelque chose de différent, peut-être de complémentaire dans notre approche, c'est qu'on ne travaille pas sur le même objet. On Ouais. travaille, on intervient. Pour moi, l'individu n'existe pas. Je travaille au niveau d'un système. On pourrait dire, je fais quasiment de l'approche systémique, hein, c'est-à-dire que travaillant non pas sur des individus juxtaposés, mais sur un ensemble de personnes qui interagissent, qui s'influencent mutuellement. Je ne vais plus pas travailler à l'échelle d'un individu. Ça veut dire que pour moi, tout ce qui est coaching, pour moi, ça sort du champ, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que on peut prendre une personne dans une organisation, le coacher, le suivre, l'accompagner. S'il y a un dysfonctionnement dans Alors, l'organisation, on arrive pourquoi pas un coaching institutionnel, si vraiment on insiste. Mais alors, individuel, ça n'a plus de sens pour toi. Ouais. alors, un coaching institutionnel s'appelle l'analyse de pratique, hein, pour moi. C'est-à-dire qu'on C'était une réunit une petite équipe. blague. Voilà. C'était pour voir ce que tu en pensais. Oui, oui. Mais en tout cas, Oui, c'est ensemble, l'institution ou rien. Voilà. ça existe déjà, et encore une fois, alors malheureusement, ce sont des budgets qui ont tendance à sauter parce que ce n'est pas forcément perçu comme nécessaire, mais un groupe, une organisation, une équipe a besoin d'instances de régulation, formelles et informelles. Ces espaces de régulation font avancer les pratiques, font réfléchir, permettent de penser, permettent aussi de prendre du champ et de la distance par rapport à nos cadres de référence et à nos idéologies aussi. Hmm. C'est-à-dire que par moment, nos cadres de référence idéologiques vont nuire à nos pratiques. Hmm. Euh, je pense notamment, moi, ce qui m'agace beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est toute cette idéologie du bonheur au travail, l'idéologie, tout ce qui traîne actuellement et qui, à mon avis, est plus que contre-productif, c'est-à-dire que c'est dangereux. Je considère que c'est dangereux. C'est quelque chose sur lequel il faudrait être très vigilant parce que là, c'est malheureusement la porte ouverte à tous les charlatans, les marchands voilà, d'idéologie mainstream. Hein, tout le monde en parle. Alors, avant, on parlait des risques psychosociaux. Maintenant, on Est-ce va que ce parler. serait pas, est-ce que ce serait pas à la profession de se saisir de ces questions-là aussi? Parce que je suis d'accord avec toi et je pense qu'à peu près une bonne partie des psychologues vont être d'accord avec toi, quoique pas tous. Mais je me dis que justement, ça veut dire que d'une certaine manière, il suffit d'être Alors, dans une pensée positive parfois ou de regarder une partie du problème pour que tout aille mieux. J'ai même envie de dire parfois, enfin, parfois, si on tire jusqu'au bout, on pourra même supprimer les psychologues dans quelques années. Il suffira d'avoir des spécialistes du bonheur et de la pleine conscience et des coachs, et puis après, il n'y aura plus de problème. Mais on risque d'être dans une logique alors, néolibérale, très capitaliste, et puis c'est tout, puis quoi. surtout, et puis surtout, je dirais que là, on est dans une erreur de comprendre qu'un problème dans une organisation, euh,
se présente sous la forme d'un individu. Alors, j'aurais pas le temps de développer, mais c'est un concept, c'est une théorie qui est extrêmement puissante et d'actualité. C'est la norme d'internalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, l'individu intériorise sa propre responsabilité face à son destin, à sa vie, à ses choix, à tel point que ça peut aussi devenir dangereux pour la personne. Enfin, ça serait long, j'aurais beaucoup de choses à dire sur cette norme d'internalité, mais malheureusement, aujourd'hui, elle est opérante, elle est agissante, et le fait de mettre en place des consultations psy machin, psy formation, psy précarité, psy truc, a tendance aussi à psychologiser les problèmes. C'est-à-dire qu'une personne qui a du mal à trouver un emploi, atelier avec le psy. Donc, quelque part, Tout à fait d'accord. l'implicite présupposé, c'est que tu ne trouves pas de boulot parce que tu as un problème psy. Ben oui. Donc, quelque part, c'est le message, c'est le méta-message, en fait. Et la profession n'a-t-elle pas quelque chose à dire sur le plan social, quoi, à un moment donné? Est-ce que moi, je pense que la profession telle qu'elle est aujourd'hui, je pense que c'est pas possible en France, mais je crois que ça devrait faire partie de ses missions à un moment donné, de replacer les choses à leur bonne place, parce que d'une certaine manière, après, il faut pas s'étonner que les gens n'aient pas envie de rencontrer un psychologue dans un couloir, que finalement tous les messages soient complètement foutus en l'air, puisque quand je rencontre quelqu'un qui a eu un entretien forcé avec un psy au Pôle emploi ou je sais pas où, parce qu'il ne trouvait pas de boulot et qu'on en inférait qu'il avait un manque de motivation ou un poil dans la main ou des problèmes psy, je me dis, bon, belle façon de ne pas se poser de questions et finalement de dire que c'est l'autre qui a un problème dans sa tête. Alors, moi, La j'ai eu le profession a quelque chose à dire. Mais je pense que là j'aurais quelque chose, enfin, là, je pense avoir quelque chose d'important à dire par rapport à cette notion de code, de déontologie, etc. Moi, la lecture que j'en fais, j'ai rencontré des psychologues de Pôle emploi qui étaient en souffrance, en disant, mais ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. On fait quelque chose, ce qu'on fait, c'est pas bon, on n'a pas été formé pour ça. On voit des gens qu'on ne devrait pas voir, parce que qu'est-ce qu'on peut leur proposer, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a un risque, il y a un danger à mettre en place ce type d'accompagnement. Et finalement, du coup, au fil de la discussion, ce que j'entends, c'est qu'il y a un code de déontologie, mais est-ce qu'il y a une éthique? Non. Une éthique claire, non. Et c'est là où il y a une rupture, c'est-à-dire que… Donc le code de déontologie des psychologues ne règle pas leur questionnement éthique. Il n'y a pas de réflexion éthique et il n'y a surtout pas, alors ça c'est la chance qu'on a en psychologie sociale, c'est d'avoir eu des cours, peut-être que tu as eu des cours avec Jean-Claude de Conchy, Jean-Pierre de Conchy, donc qui était spécialiste en psychosocial des idéologies, et c'est quelqu'un de passionnant et qui surtout a démontré et démonté tous les mécanismes idéologiques sous-jacents à tous les cadres de référence professionnels, etc. Effectivement, quand on creuse un petit peu le bonheur au travail, ça n'est qu'un discours idéologique fondé sur rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étayage théorique. La psychologie positive ou l'approche positive ça repose sur rien, sinon que sur une posture idéologique. Et je trouve que les psychologues n'ont pas, et malheureusement c'est un tort, n'ont pas cette compréhension des enjeux idéologiques et éthiques. Alors, code de déontologie, oui, des choses qu'on ne fait pas, instrumentaliser, la rencontre, l'autre, le respect, la parole, mais le cadre éthique et l'idéologie, surtout sur certaines approches thérapeutiques, il y a des questions idéologiques qu'il faudrait se poser. Il m'est arrivé dans une régulation d'équipe, c'est la première fois de ma vie de professionnel psychosociologue, de me rendre compte que mon approche plutôt systémique, c'est-à-dire de travailler à l'échelle du groupe, d'essayer de résoudre dans une approche systémique le problème, s'est heurté à une personnalité pathologique. C'est une personnalité purement toxique. Et je me suis rendu compte que mon approche psychosociologique ne fonctionnait plus si je ne tenais pas compte de cette personne-là. Il a fallu que je fasse de la métacommunication, il a fallu que je fasse tout un travail très différent, empêcher cette personne d'attaquer tout le monde, elle attaquait tout le temps, elle balançait des petites phrases, et c'est quelqu'un qui, à un moment donné, dès lors que je l'ai empêché de le faire, dès qu'elle intervenait pour blesser
ou faire du mal à l'autre. Hein. C'est littéralement faire du mal. Elle faisait du mal, elle agressait pour faire du mal, pour faire souffrir. Dès lors que je l'interrompais à chaque fois qu'elle attaquait en lui demandant pourquoi est-ce que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous voulez lui dire, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire, comment est-ce qu'elle a pu entendre ce que vous lui avez dit, dès qu'elle intervenait, je la reprenais en tête-à-tête et j'essayais de creuser un petit peu ce qui animait. Et au bout d'un moment, elle a fini par plus parler, le groupe a recommencé à communiquer, recommencé à fonctionner. Quelques semaines plus tard, elle est partie. Et le groupe a retrouvé un équilibre. Donc, tout ça pour dire que effectivement, on a besoin de plusieurs boîtes à outils, mais cette question, j'en reviens, je ne sais pas si c'est parlant sur cette question de la prise en compte de la dimension idéologique et éthique, je pense qu'elle est plus importante que d'avoir un code de déontologie qui, encore une fois, n'est qu'un écrit, c'est un texte, c'est-à-dire que c'est mort. Pour moi, c'est mort. C'est-à-dire un texte qui est écrit, c'est mort. C'est comme les chartes qu'on affiche à l'entrée, personne ne sait ce qui est écrit. Par contre, si on fait en tant qu'une intervention psychosociologique sur les normes sociales, sur les pratiques, sur les règles du jeu du travail dans l'institution, si on fait ce travail-là, on n'a même pas besoin d'écrire une charte. Donc, un travail de construction collective d'une pensée, on élabore un cadre de référence pour l'ensemble des acteurs de cette organisation. Une fois qu'on a fait ce travail-là, le cadre de référence, il est intégré, intériorisé, il va influencer, déterminer les pratiques, mais on n'a même plus besoin de l'écrire. Alors, c'est vrai que par rapport à un code de déontologie, ce qui me pose souci, c'est que c'est écrit, mais je ne vois rien de la réflexion sous-jacente, c'est-à-dire quels sont les principes directeurs éthiques. Oui, oui. Mais donc, il va me rester deux questions. La première, pour la forme, est-ce que tu penses que la profession de psychologue en France a besoin de l'intervention d'un psychosociologue pour faire émerger ces principes éthiques, les clarifier? Parce que je me dis que finalement, c'est un peu la question sur laquelle on pourrait partir. Et la deuxième chose, peut-être pour terminer, ce serait quels sont les conseils que tu pourrais donner aux futures générations de praticiens, mais également d'étudiants. Alors sur la première, je ne sais pas, mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis, de pouvoir faire émerger des principes éthiques plus clairs plutôt que de se cacher derrière des numéros de paragraphes. Ce serait peut-être pas mal. Disons que moi, je repense à ce travail que j'ai fait donc, sur la mise en place d'une coordination santé mentale et logement. On a fait ce travail-là, c'est-à-dire qu'on s'est posé les questions essentielles. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont nos limites? Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? Qu'est-ce qu'on s'interdit? Qu'est-ce qu'on se donne comme finalité? Pas comme objectif, hein. L'objectif, c'est autre chose. Mais quelle est la finalité? Quel est le sens? Pourquoi on travaille ensemble? Qu'est-ce qu'on se pose comme limite aussi? Parce qu'on n'est pas là pour régler les problèmes des gens à leur place, on est là pour accompagner un processus. Donc, ça nécessite une posture, une méthodologie, une manière de travailler, un cadre de référence, des règles qui sont élaborées collectivement. Mais en préalable, il y a eu cette réflexion éthique sur laquelle j'ai insisté, qui a été difficile à lancer, difficile à démarrer, parce qu'on est effectivement des gens d'horizons très différents. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous? Qu'est-ce qui vous semble essentiel? Le premier mot de cette entre guillemets charte qui a été signée par près de 100 institutions, associations, structures, c'est une grosse ville. Qu'est-ce qui a été posé? On travaille dans l'intérêt général de la personne. C'est le principe. Donc ça veut dire qu'on pose un principe utilitariste. On s'autorise à transgresser le secret professionnel dans l'intérêt supérieur, dans l'intérêt général de la personne. Et c'est ça qui va déterminer tout le reste. Autrement dit, on a posé comme principe éthique un principe pragmatique, concret. Cette personne est en souffrance, son voisinage peut-être aussi, sa famille probablement, les professionnels aussi sont en souffrance. Autrement dit, dans un système où on n'a que des victimes, on va être là pour aider cette personne et en aidant cette personne, on va aussi aider les autres. Par contre, le principe, le premier, parce que c'est vraiment celui qui a émergé, on travaille dans l'intérêt de la personne. Ce qui veut dire qu'on s'autorisera peut-être effectivement à transgresser un certain nombre de choses parce que c'est dans l'intérêt de la personne. La psychiatrie va ouvrir les dossiers, nous dire voilà, j'ai besoin de vous communiquer cette information-là parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Par contre, le reste de l'information, je ne vous la donnerai pas parce que ça n'a pas d'intérêt pour comprendre la situation, régler la situation. Donc voilà, tout ça pour revenir sur, effectivement, il y a peut-être besoin de psychosociologues parce qu'on porte un regard qui va plus loin, qui va questionner finalement
qu'est-ce qui est sous-jacent? Quelle est l'éthique? Quelle est l'idéologie? Quelle est l'épistémologie aussi? L'épistémologie, elle est indispensable, c'est-à-dire, enfin pour moi, elle est présente dans, dans toute mon activité professionnelle. À se poser la question de la vérité, de la connaissance, du savoir, c'est inévitable. Mais je pense que avoir un code de déontologie, c'est une chose, mais avoir une posture claire, éthique, et être conscient aussi de qu'est-ce qu'il y a comme idéologie, c'est-à-dire quelle est la conception, quelle est notre conception de l'homme, quelle est notre conception du soin, quelle est notre conception, autrement dit, quelque chose qui va chercher les représentations sociales qui vont déterminer la manière dont on va construire ce code. Je ne sais Donc pas c'est si je suis toujours clair. ici, pour moi, c'est très clair. Donc, parce que finalement, tu réponds aussi à la deuxième question. Et c'est finalement prendre le temps constamment d'essayer de voir par quoi nous sommes influencés. Alors peut-être que Oui. certains diront l'inconscient, Alors, d'autres diront la société, d'autres diront les normes du moment, d'autres diront la bien-pensance, d'autres diront les normes de l'institution qui nous paye, d'autres diront tu as une éthique pas claire que tu dois clarifier. Donc finalement, d'une certaine manière, c'est de dire d'atteindre non pas un état d'ouvrier soumis à des commandes, mais de quelqu'un qui pense son propre travail pour ne pas se retrouver à faire pire que ce qu'il devrait faire ou à nuire, quoi. alors, le Après, on est à peu conseil que près là. je donnerais, le conseil que je donnerais aux futurs psychologues découle de la discussion qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire ce que je dis aux étudiants, les étudiants en master psychosocial, ce que je leur dis, c'est ne répondez pas systématiquement à une commande. Il y a des gens qui savent très bien le faire, qui le feront mieux que vous, qui sont très doués pour vendre un produit. Vous avez une différence, vous êtes des ingénieurs, c'est-à-dire vous avez la capacité d'ingénierie, de réfléchir, vous avez de la méthodologie, vous avez des outils, vous avez une pensée, c'est-à-dire que vous avez aussi la capacité d'interroger le questionnement. Une demande, c'est quoi? Une demande, c'est quelle est la représentation que notre interlocuteur se fait du problème. En fonction de la représentation qu'il a du problème, il va identifier des coupables ou des responsables, ou il va localiser, il va utiliser une loupe en fait, alors que nous, on Et doit c'est lié à travailler ses avec un grand. représentations. C'est pas une réalité, c'est lié à ses représentations. Voilà, l'idée, c'est que sa représentation du problème va se traduire sous forme d'une commande. Mon problème à l'accueil, mon problème, c'est à l'accueil, ça chauffe. Il y a de la violence à l'accueil. Donc ça, c'est la représentation qu'elle se fait du problème. Le psychosociologue ou même le psychologue va devoir prendre du champ, prendre de la distance et se poser la question, est-ce que c'est bien là qu'il y a le problème? C'est notre symptôme, c'est là que ça bouge, c'est là que ça fait du bruit, mais est-ce que c'est là qu'il faut intervenir? Non. Ce qui est Et c'est exactement la même chose, selon moi, la même démarche qu'on doit avoir quand on fait de la clinique classique. Je vais appeler ça comme ça, maintenant ça va être plus clair. C'est exactement la même démarche pour moi. Que ce soit auprès d'une institution ou d'une personne qui nous demande quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un me demande une thérapie en temps de séance et de faire telle chose pour tel problème qu'on lui a dit qu'il avait, qu'en fait, il faut que je le fasse. Il y a quelque chose à réévaluer toujours. Moi, je dis toujours, on a une expertise et si on nous demande simplement d'agir, et de faire ce qui est écrit sur la feuille, déjà, il ne faut pas le faire. Puis, pourquoi on nous demande à nous si c'est si simple? Tu vois, si tu sais faire ton diagnostic et tu sais comment te guérir, tu ne vas pas voir un médecin, alors il y a un problème. Ouais, Et, d'accord. et pour compléter sur une des questions hein, dans le document que tu m'as fait passer, sur l'avenir, sur dans 10 ans, je Ouais, pense qu'il y a quand même un risque qui n'est pas négligeable. On a de la concurrence actuellement qui propose des solutions, alors que nous, on propose un processus. C'est plus parlant de vendre une solution plutôt que de vendre un processus, c'est-à-dire une démarche qui va être longue. Je dis souvent aux étudiants, bah oui, vendez pas quelque chose qui va être vite et rapide, efficace. Vendez un projet, un accompagnement, un processus avec différentes étapes, mais un processus qui est réfléchi, pensé, avec une rigueur, avec une rigueur méthodologique, avec aussi une éthique. Et je dis aux étudiants, parfois, il y a des projets, bah, vous allez dire non. Non, je ne le fais pas, parce que si je le fais, là, je vais à l'encontre de toute l'éthique de la profession. Je reprends cet exemple de secrétaire médical. Hein. Je le prends toujours comme exemple auprès des étudiants. Je leur dis, est-ce que vous auriez accepté de faire cette formation? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Là, vous les clouez au mur. Là, les secrétaires médicales, elles vont péter les plombs. Là. Hmm. Non.
s'agit d'ouvrir le champ et de montrer que, attendez, là on a un symptôme, mais il faut aussi comprendre que tout ça, ça se comprend avec un système. Mhm. Et que le principal responsable dans cette situation, bah, c'est la DGS, c'est la santé publique. Il n'y a pas assez de médecins. Donc du coup, Mhm. le vrai problème de ce centre de santé, c'est que tout simplement il est saturé, il ne peut pas répondre à la demande, donc il est en surchauffe. Et la solution, elle n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur, elle est au niveau du numerus clausus, du nombre de médecins, du nombre de praticiens. Tout ça pour dire que si on cherche la solution, elle n'est pas là. Malgré tout, il va falloir qu'on trouve quelque chose, qu'on arrange la situation, qu'on D'accord. fasse en sorte Mhm. que ça aille mieux et de faire du bien aux gens. Je Ouais. pense que c'est important. Leur faire du bien, c'est-à-dire que les gens n'aillent pas au travail avec une boule dans le ventre en se disant qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, Mhm. mais aller au travail en se disant bah, maintenant, s'il y a un souci, on fait corps, on a un cadre, on a posé des règles, on a des règles du jeu, elles seront faites appliquer et enfin, elles seront appliquées parce qu'elles ont été élaborées collectivement. On est vraiment là dans quelque chose de très psychosocial. Ça a On a du sens construit pour un nous système tous. de normes Mhm. qui va devenir opérant et qui permet de travailler et de vivre ensemble, on va dire, en bonne entente, y compris Ok. avec les usagers. Bon, bah écoute, en tout cas, moi, ça a été très clair pour moi. Je me suis retrouvé exactement à des points avec lesquels je bosse régulièrement. J'espère que ça aura parlé à d'autres personnes. Mais de toute façon, ce que j'ai envie de dire, c'est que si ça ne vous a pas exactement parlé, il faut savoir que ce sont des éléments avec lesquels on peut être en prise très rapidement. Il suffit d'être dans une institution, on peut s'arrêter dans une relation avec un patient et ne pas voir le reste. Mais on est tous reliés indirectement par ces enjeux-là. À partir du moment où on est plusieurs dans une pièce, tous ces phénomènes se retrouvent. Et il y a un mot que je n'ai pas utilisé, qui est pourtant le mot que j'utilise Alors, le mot de la fin, systématiquement, c'est quoi alors? la réflexivité. Ouais. Réflexivité, c'est-à-dire, c'est pas la réflexion qui porte sur un objet mental, c'est pas une élaboration mentale, c'est pas de l'introspection, c'est-à-dire être à l'écoute de soi, de ses aspirations, de ses envies, de ses besoins. La réflexivité, c'est un regard critique sur ses pratiques, c'est porter un regard sur ses pratiques. Pour moi, c'est vraiment là, quel que soit le métier, qu'on soit psychologue, clinicien, psychologue du développement, psychologue de l'enfant, psychologue du sport, neuropsychologue, la réflexivité, c'est la démarche qui va fonder nos pratiques. C'est le questionnement sur est-ce que j'ai bien fait? Est-ce Hmm. que ça va mieux? Est-ce que j'ai fait avancer les choses? Ça, j'aimerais que ce soit dans le code de déontologie, Hmm. cette mécanique de réflexivité, c'est-à-dire systématiquement se questionner, s'interroger. Certains le font naturellement, spontanément, Hmm. collectivement ou individuellement, mais ça fait partie pour moi de la déontologie, même si ce n'est pas écrit, c'est Bon, qu'on a un devoir de réflexivité, c'est-à-dire un je devoir suis de d'accord. questionner, Hmm. confronter nos pratiques à finalement nos valeurs, nos idéologies, nos conceptions. Est-ce qu'on est en cohérence? Autrement dit, là, j'ai respecté les règles de l'orthodoxie de mon approche thérapeutique spécifique. J'ai tout bien fait comme il faut, mais la personne ne va pas mieux. Est-ce que j'ai fait mon boulot? Ben non. Parce que mon boulot, c'est que la personne elle aille mieux. Et ben pour un psychologue qui n'est pas clinicien classique, c'est exactement ce que j'aurais aimé dire. Donc, c'est une très bonne chose. Et je m'en vais de ce pas avec le mot réflexivité dans un ministère pour demander à ce qu'on le rajoute bien dans le code de déontologie. Voilà. Je te remercie en Ouais. tout cas, Marc, pour tout ça. Moi, ça a été très pertinent, c'était très clair. Et puis, je pense que ça vient alimenter les réflexions pour toute la profession d'une manière ou d'une autre. Et puis, on a abordé des thématiques nouvelles qu'on n'a pas vraiment abordées finalement dans d'autres interviews. Donc, c'est Oui, parfait. je pense que c'est l'intérêt de ce que j'appelle, enfin ce qu'on appelle les démarches intersubjectives, c'est-à-dire de confrontation de toutes les subjectivités. Qu'est-ce qui reste à la fin? Bah, c'est Ouais. ce qui va être, c'est ce qui va les points de convergence qui vont rester, sont les points qui doivent nous faire réfléchir. Effectivement, ce travail est intéressant parce que confronter les pratiques, donc les subjectivités, à un moment donné, on verra des écarts, hein, mais on verra aussi des convergences, des Donc, divergences et des convergences. je suis Et presque les en points train de de faire convergence, je suis presque en train de faire un boulot de psychosociologue des psychologues, alors. ah bah oui, oui. Oui, bah pour moi, c'est un travail d'investigation, et comme le ferait un psychosociologue, c'est-à-dire que
on interroge, on questionne, et puis ensuite, on voit qu'est-ce qui va converger. Alors, moi, je fais que du quali, hein, je ne fais pas de quantitatif, parce qu'avec du quantitatif, ça, on ne l'a pas. Et moi, je On peut publie. l'avoir avec du Et quantitatif. moi, je publie. Donc, comme ça, en plus, on pourra être plusieurs à être d'accord ou pas d'accord sur ce qu'on a vu. Hmm. Donc, Et ça fait intéressant, démultiplier encore les une choses. fois, et c'est ce que j'aime dans les investigations, les diagnostics, c'est voir émerger, voir sortir des discours, des points de convergence. Et s'apercevoir que qu'on soit travailleur social, EduxP, infirmier, psychologue, à un moment donné, on travaille avec le même public. Qu'est-ce qu'on va observer, qu'est-ce qu'on va regarder? Chacun, de son côté, détient une part de la réalité. Et Hmm. lorsqu'on met tout ça ensemble, ben on voit ce qui va converger. Et c'est là où on peut commencer à avoir une pensée, une réflexion commune. Et on peut commencer aussi, à travers cette démarche réflexive, puisque c'est une démarche réflexive, à faire émerger des questionnements qui peuvent servir ensuite à poser, à construire des cadres. Hmm. Mais je trouve que c'est un travail intéressant voilà, de s'appuyer sur cette intersubjectivité, sur la multiplicité des regards, des postures, des pratiques, et de voir qu'est-ce qu'il y a de commun finalement dans tout ça. Moi, Hmm. je le disais tout à l'heure, je le répète, et je ne veux pas le marteler, mais pour moi, ce qu'il y a de commun, c'est cette pensée réflexive. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Marc. Et puis, tu me donneras ton sentiment dans quelques mois quand tu auras vu les autres alors. Voilà, j'attends OK? la suite avec impatience. Au Merci revoir, pour bonne tout. journée. Au revoir.